Bonjour à tous. Alors voici la présentation de la deuxième expédition au Népal que je vais organiser à l'automne 2021. En fait, c'est une expédition qui se veut beaucoup plus accessible que la précédente, que le kangourou, déjà à cause de la taille des sommets. Là, l'objectif, c'est d'aller vers des sommets de 6000 mètres. Alors, c'est des petits sommets, même si ça semble un peu haut. Mais d'abord, il faudrait qu'on revienne à la situation du Népal. Alors, elle est particulièrement préoccupante, bien sûr, avec une vague importante de contamination par la Covid, qui est très probable à cause de la proximité de l'Inde, et de la perméabilité des frontières, et puis du variant indien qui est beaucoup plus contagieux. Et puis aussi à cause du mode de vie des Népalais qui ont beaucoup de proximité familiale, etc., etc. Et puis, un niveau de vie qui est quand même très, très fragile. Alors bon, j'espère juste que cette situation elle ne va pas devenir catastrophique. Et donc, notre seule manière de faire quelque chose pour nos amis népalais, c'est justement de retourner au Népal, et dès cet automne. Et surtout de tout faire pour. Alors, bien évidemment, il faut que la situation soit améliorée, mais en fait, je reste confiant et puis je pense que les Népalais vont s'organiser pour faire ça euh, le mieux possible, car justement, c'est vital pour eux. Et de notre côté, il serait bien dommage de ne pas tout faire pour anticiper ce retour au Népal. Et du point de vue des Népalais, bon là je parle de Bissal et de l'équipe d'Himalayan Traveler, pour eux ça serait incompréhensible qu'on n'ait pas, qu'on se soit pas organisé pour aller au Népal si c'est possible. Alors c'est donc l'objectif de cette vidéo pour vous présenter le mieux possible ce voyage vers les sommets de la vallée cachée. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui se cache derrière ce vocable, The Hidden Valley, qui fait partie de l'histoire de l'alpinisme et d'une histoire un peu française. Mais bon, on y reviendra. Alors, en fait, je voudrais vous présenter quelques images et, qui est plutôt hors des sentiers battus. Alors, il faut que je vous partage mes documents. Voilà. Voilà, il faut que je partage l'écran. Le voilà. Et le voilà. Oh, voilà. Voyons, c'est pas facile. Donc en fait, sur ce sujet, pourquoi c'est un peu hors des sentiers battus? Alors, c'est à la fois hors des sentiers battus parce que parce qu'en fait, faire des petits sommets au Népal, ça c'est caractérisé ou caricaturé par les trekking peaks, par en fait un sommet qu'on fait en passant. Et là, ce que je vous propose, c'est plutôt une vraie expé où on va à un camp de base, où on essaie d'y aller le mieux possible, où on l'équipe le mieux possible, où on s'implique dans l'installation des camps d'altitude, où bien forcément on les redémonte et on fait tout le mieux possible. Donc voilà, il y a cette partie-là. Il y a le lieu aussi. Alors, même si ce lieu-là, il est connu parce qu'en fait, c'est à proximité moi j'appelle ça un méga trek, du méga trek du Tour du Dola. Mais en fait, les gens qui font le Tour du Dola, ils le font dans l'autre sens. Et ils montent, très peu montent par Marfa. Ce qui est peut-être, bon, bref, ça se discute. Et puis, le troisième élément, c'est qu'en fait, dans notre manière de faire, en fait, c'est une expédition à la carte. Alors pourquoi à la carte? Parce que les sommets sont un peu petits, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de sommets intéressants. Alors il y en a qui sont même pas documentés, on en connaît. D'abord ils n'ont pas de nom, et puis je vous défie de trouver sur Internet quelque chose sur le Mukotimal ou sur le sommet qui est juste en face. Là, celui c'est le Hongdae.
Donc voilà, notre, notre expert sur les sommets, sur la vallée cachée. Alors, la vallée cachée, elle est particulière parce qu'elle renvoie à l'histoire de l'Annapurna premier 8000. Et toute l'équipe d'Herzog, en fait, ont, avec des cartes qui étaient relativement fausses pour qui étaient fausses pour la période, en fait, ils essayaient de trouver un accès vers le Dholagiri, qui était le sommet alternatif par rapport aux Annapurna. Et en fait, il y a une équipe qui est allée dans cette partie-là, et donc qui a passé ce pass-là, ce col-là qui maintenant s'appelle Damphus Pass. Et en fait, la région est connue, et je pense que vous vous rappelez du col des Français. Et le col des Français, c'est l'endroit où cette équipe est allée et a été très impressionnée par la vision du Dola. Alors, c'est dommage parce que c'est dommage, non, ils ont fait l'Annapurna avec l'histoire que l'on sait, mais je pense qu'ils auraient aussi pu s'attaquer victorieusement. Ils auraient pu envisager l'ascension du Dola par sa voie normale. Bon, ça, de nouveau, c'est une autre histoire. Alors, bien sûr, pour ce genre de voyage, il y a toute une préparation en amont avec Bissal et Himalayan Traveler. Alors, Bissal, c'est mon compagnon de voyage depuis 2002 à Limlung. Et ensemble, on a créé Himalayan Traveler, qui est une toute petite agence qui, en fait, permet aux Népalais de travailler et, quand je vais m'arrêter, de continuer leur vie d'alpiniste et d'expédition. Alors, le Mukot Himal, pour moi, c'est aussi, alors c'est un petit sommet, c'est 6000 et des poussières, 6100, et c'est surtout, il a une place particulière parce qu'il y a un certain moment, j'ai travaillé pour le ministère du tourisme népalais et j'ai essayé de proposer de proposer une évolution de la législation et quelques nouveaux sommets qui pouvaient être intéressants à la fois dans l'Ouest et puis celui-là. Alors là, on est à la frontière de l'Ouest puisqu'en fait, on rentre dans le Dopo. Et pour moi, je voulais favoriser euh, une logique de traversée et puis mettre un focus sur ce petit sommet qui permet d'aller au Dolpo, mais qui peut être gravi depuis le Dolpo. Et c'était en relation aussi avec la législation qui a changé depuis, où en faisant des expés sur des sommets dans les restricted areas, on avait la possibilité d'être exonéré du coût des permis. Et c'est pour ça que j'ai été beaucoup de fois, énormément de fois au Mustang et beaucoup de fois au Dolpo aussi, et même si je continue là maintenant à y retourner. Donc voilà, le Mukotimal, c'est presque un signpost d'une traversée possible vers le village de Mu. Et, et en fait, c'est ce qu'on a fait en, je crois, 2016, non, 2017. Voilà, alors tout commence par une arrivée à Katmandou, bien sûr. Et pour moi et pour nous, l'arrivée à Katmandou, c'est Bodhnath. Alors, Bodhnath, c'est vraiment mon lieu de cœur au Népal. Et j'ai vraiment, vraiment du mal à aller à Kamel. Et là, ce qui m'intéresse, c'est d'être immergé dans, dans la culture népalaise et dans le cœur bouddhiste de la vie à Katmandou. Et cette proximité de la vie bouddhiste, elle permet de mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Après, c'est aussi un lieu qui est d'une merveilleuse quiétude. C'est presque un havre de paix à l'intérieur d'une vie un peu particulière de Katmandou. Donc voilà, l'arrivée à Bodhnath, pour moi, elle est vraiment ce symbole d'une arrivée, d'un sas qui pour nous est indispensable. Il faut qu'on quitte notre vie sédentaire à l'occidental. On est dans le début d'un voyage et il nous faut un moment de calme. Il faut qu'on arrête d'aller se balader partout. Il faut qu'on reste tranquille à Bodhnath et qu'on profite de cette quiétude. Et puis surtout, il y a plein de choses à voir et à visiter. Donc voilà, première arrivée à Bodhnath, un hôtel qui me va bien,
Voilà, déjà un début d'immersion. Et puis là, l'histoire, c'est de ne pas prendre l'avion et puis d'essayer de vivre une autre immersion sur, sur la réalité népalaise. Alors, la réalité népalaise, pour les routes, ouah, elle prend des dimensions un peu particulières. Là, on est dans un axe stratégique de développement et d'aménagement du pays par le gouvernement. C'est le corridor euh, qui, c'est la vallée de la Kaligandaki et c'est le corridor qui mène, ben, on va dire au Tibet, mais qui mène en Chine par le Mustang. Donc c'est presque, non, c'est dans l'ensemble de la chaîne himalayenne le passage le plus simple pour aller en Chine. Donc l'enjeu du gouvernement, c'est de construire une route, pof, 2 fois 2 voies. Et imaginez 2 fois 2 voies ce que ça signifie quand ça va passer là. Et, et justement, pour nous, le fait de comprendre comment ça se passe, quelle est cette réalité-là, comment sont faits les chantiers, comment vivent les villages, par exemple Tatopani, qu'est devenu Tatopani, que va devenir Tatopani. Et là, sur cette image du Mustang, voilà, ça fait déjà 10 mètres de large. Alors, on n'est pas encore dans une route goudronnée, mais, mais c'est l'avenir de cet aménagement-là. Alors là, c'est notre point d'arrivée, c'est Marfa, et on voit qu'en fait, Marfa a déjà construit une déviation de son village ancestral. Et avec les conséquences qui sont les mêmes que chez nous. Par exemple, Bourdoisan, comment vit Bourdoisan avec sa déviation, ou de l'autre côté du col, il y a certains villages qui appellent à un aménagement de ce type. Donc voilà, là on est aux prises au Népal avec des sujets qui sont radicalement d'actualité. Et c'est prodigieusement intéressant. Donc voilà, après, vous avez vu, il y a plein de vergers. Et effectivement, la route, ça permet aussi un développement économique pour permettre à cette production locale de pouvoir être valorisée dans la vallée, ça veut dire à Katmandou et dans les centres urbains. Alors, une expédition, c'est pas un trek. Alors, je ne vais pas dire que c'est beaucoup plus que ça. Non, la marge d'approche, simplement, qui est un trek, elle a une vraie signification. Et elle a une vraie signification parce que c'est une transition. D'accord. On est là, on s'est déplacé en voiture, et puis tout d'un coup, là, on va commencer à marcher. Et en particulier, notre objectif, c'est de vivre le plus longtemps possible en altitude. Et le plus longtemps possible, non, on a un mois de voyage, mais c'est de vivre quand même le mieux possible cette vie en altitude et d'avoir une qualité de vie en altitude qui ne soit pas simplement de la souffrance. Donc en fait, là, la montée à notre camp de base, qui n'est pas celui de la Guérie, bien sûr, qui est celui du Mukotimal, euh, il, il est particulièrement compliqué parce qu'en fait, il faut que, depuis Marfa, qui est tout en bas là-bas, il faut qu'on monte et qu'on trouve les camps qui sont les plus adaptés et il faut qu'on se déplace le plus raisonnablement possible dans nos manières de faire pour pouvoir passer un col qui est tout en haut là-bas à, à, à plus de 5000 mètres. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, c'est un trek, mais c'est un trek avec une intention. Comment vivre le mieux possible de notre point de vue et puis de la gestion de tout le bordel qu'on trimballe qui est quand même important. Donc en fait, de Marfa, à Loubari, c'est le champ des pommes de terre. En fait, on va un tout petit peu en dessus, on va à Yakarka. Bon, après, il y a un passage d'arrêt et il y a une grande traversée qui me mène jusqu'au col. Et là, par exemple, il faut qu'on invente, pas tout à fait, parce qu'on y a déjà été, mais en fait, il faut qu'on arrive à dormir à un endroit où il y a un tout petit lac qui s'appelle Sanutal Camp. Et voilà, il faut qu'on gère ça le mieux possible. Donc ça, c'est très intéressant. Alors voilà, ça c'est le premier camp un peu au-dessus d'Aloubari. On est encore dans des lieux où il y a des alpages.
Enfin, on est dans un lieu d'alpage et il y a encore quelques cultures là. Mais vraiment, on est vraiment à la limite. Alors, c'est aussi un lieu, pardon, cette phase d'acclimatation est aussi une manière de se retrouver. Et c'est aussi pour nous une manière de poser les valises, rentrer dans une expédition et de nouveau de se recentrer. Alors voilà, là on est déjà au deuxième camp. Alors là, c'est dommage, l'espèce de bâtisse là, c'est une initiative de l'ACAP, de l'ACAR actuellement, et c'était un abri pour les porteurs. Alors bon, il tombe en ruine, et en fait c'est un abri pour les porteurs de ceux qui reviennent du tour de la Guéry. Et, voilà, c'est pas facile le tour de la Guéry pour les porteurs. Donc voilà, pour nous, c'est un lieu tout tranquille et on va y rester 2 jours, le temps de pouvoir, entre guillemets, faire une petite incursion plus haut, le fait de pouvoir se reposer, le fait de pouvoir avoir une journée de repos complète s'il faut, parce qu'en fait, on vient d'enchaîner le voyage. Donc voilà, c'est un lieu important. Alors, juste après, eh ben, on retrouve pour la première fois le Dolac-Guéry. Et ouais, c'est vraiment une belle montagne. On y est allé il y a, moi, je pense que c'était un des premiers sommets de cette altitude auquel je me suis approché. Ouais, c'est vraiment un beau sommet et, et son approche est vraiment très intéressante. Donc voilà, juste devant le Tukuche Peak, on le verra d'une autre manière un peu plus tard. Là aussi, c'est un vrai beau sommet. Alors lui, c'est un presque 7000. Alors les presque 7000, c'est comme tout ce qui est presque. C'est largement pas fréquenté à la hauteur de son intérêt. C'est aussi une super belle montagne. Et par exemple, en faire la traversée, ouah, je rêverais de faire ça. Mais bon, ça encore, c'est une autre histoire. Donc voilà, là on est dans notre grande traversée pour aller au Damphus Pass. Bon, en plus, on s'est repris un orage. Ouah, ça a été d'une complexité infernale. Infernale parce qu'il faut gérer le temps. Là, on est le lendemain matin. Il y a les mules. On s'était installé en vrac. Il faut qu'on gère comme il faut notre acclimatation. Voilà. Même si c'est un trek, c'est pas forcément simple. Mais après, on est en face d'une île Guéri. C'est vraiment d'une extrême beauté. Et puis, nous voilà passés au col. Et là, ce col-là, qui est à plus de 5000 dans le Fousse-Pass. Pour les gens qui font le tour du dollar, ouais, c'est leur dernier col. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont passé ce col-là, ouais, tout est fini. Et Dieu sait que c'est compliqué pour les équipes qui viennent dans cette vallée cachée. Alors pour nous, ça marque l'entrée dans un nouveau territoire et surtout, ça marque un degré d'engagement en plus. C'est-à-dire qu'à partir de là, en fait, on n'a pas le droit d'être malade. Il faut qu'on gère nos histoires le mieux possible parce que si on a un début d'œdème, s'il faut qu'on redescende rapidement, ben en fait, pour redescendre rapidement, il faudra qu'on remonte à ce col-là. Et c'est aussi ce qui nous est arrivé la dernière fois. Et vraiment, c'était pas facile. Alors voilà, on rentre dans cette vallée cachée qui est surprenante. Alors elle a aussi une autre signification, c'est qu'en fait, quand on descend de là, on ne peut pas suivre la rivière. Pour descendre là et aller à Sangda, alors Sangda, pour ceux qui connaissent un peu, c'est quand on fait une traversée du Dolpo au Mustang ou du Dolpo à Johnson, on passe par ces cols là-bas et on passe par Sangda. Et en fait, voilà. Donc là, les gens de Sangda étaient tout étonnés de voir des animaux qui appartenaient aux gens de Marfa tout d'un coup débouler dans leur village. Et ça passe par un espèce de col là qui pourrait être une de notre sortie si on a envie. Mais alors là, ouais, là c'est vraiment ouais, welcome to l'aventure. Donc voilà, une ambiance très particulière avec le Tashikang, un autre petit sommet là-bas, lui aussi qui est complètement délaissé parce que ouais, même s'il a été décrit dans le livre qu'on
qu'on a fait il y a bien longtemps, ouais, il n'est pas dans il est pas dans les tablettes des choses possibles. Voilà, une ambiance très particulière, à la fois désertique et avec des très hauts sommets. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, là on retrouve le seigneur des lieux, hein, le Dhaulagiri. Alors le French Pass, il est un peu à côté du camp de base là. Et puis là, on a un peu tous ces sommets-là qui sont à portée de main. Alors oui, regardez, il y a même Bissalpic. Alors peut-être que ce sera une belle première. Mais bon, ou pas, parce que peut-être que ça a déjà été fait. Donc voilà, on est là à la porte d'un d'un domaine complètement nouveau. Et l'accès au camp de base, comme c'est un terrain qui est, j'allais dire détritique, mais c'est pas le mot exact, euh, qui est sédimentaire, et ben en fait, c'est un sommet qui se parcourt relativement facilement. Donc voilà, qui est plutôt agréable. Là, on s'est fait rattraper par les nuages de l'après-midi et puis on va s'installer à notre camp de base. Alors, au camp de base, eh ben voilà, c'est une autre histoire. Et là, l'enjeu de ces deux premières parties, l'arrivée à Katmandou, le voyage en, en voiture, plus la montée jusque-là, ben, ces deux parties-là, elles sont importantes parce qu'il y a une vraie nécessité d'arriver à ce camp de base dans les meilleures formes possibles. Et c'est un vrai objectif et c'est particulièrement intéressant. Donc après, voilà, là on a un grand sommet qui est juste en face du camp de base, qui est le Tukuchepik. Alors on a fait cette espèce d'arête là, qui est en face, oui, qui était vraiment super intéressante. Ça, c'est une belle réussite. Sauf qu'une fois qu'on est là, en face, on a le Dhaulagiri, et le Dhaulagiri, c'est 2000 mètres plus haut. Donc, c'est vraiment un cadre exceptionnel. Et ici, en face, vous avez le, le col des Français. Alors ça, par exemple, c'est une belle marche, la Bosse qui est juste à côté, c'est une belle marche, j'allais dire, oui, pour compléter son acclimatation. Et de l'autre côté, eh ben, on retrouve le Pisalpic là, et puis le Mucotimal un petit peu plus loin. On a un verrou glaciaire, et voilà, il faut monter, il faut traverser ce truc-là. Bon, là, on est dans des blocs un peu plus gros, mais bon, voilà, ça va. Et surtout, c'est pas très loin. Donc voilà, Bissalpic, c'est le 6128. On retrouve le Mucotimal. Il y a aussi le Hongdeimal, dont on ne sait pas trop si les arêtes ont été faites. Et puis ce grand glacier-là, le Mukot Glacier, moi, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait, mais peut-être qu'il a un autre nom. Et voilà une vue verticale. Donc, on a des camps de base. On a un camp de base, pardon, d'accord, qui est là, juste à la limite. Ensuite on a un camp d'altitude principal qui est sur le plat du glacier, qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, à partir de là, plein de possibilités. Et puis, peut-être un camp 1 bis qui permettrait de faire une traversée entre le bisalpique, le mucotimal et le sommet dont il faudra qu'on trouve un nom sur voilà, le 6338. Alors voilà, à notre disposition, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a Google Earth, c'est ce que vous venez de voir, et puis on a des cartes au 50 millième ouais, qui sont relativement précises et qui là montrent bien que, bon, c'est difficile de décrypter, mais montrent bien que le terrain, il est relativement accessible. Alors là, par exemple, là où c'est marqué Mucotimal, donc le sommet, le 6087, en fait, on a fait un camp à ce col-là parce que l'objectif, et qu'on a réussi, c'était de traverser ce Mucot Pass pour aller au village de Mu et après de continuer dans le Dolpo. Bon, ça, c'était encore une de mes conneries là, de traverser en altitude. Wow, c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Alors, très intéressant, ça veut dire, ouais, c'était un peu chaud quand même, mais ouais, quel plaisir. Alors voilà, alors, ouais, là, c'est une photo importante parce qu'on y retrouve Razan, qui malheureusement n'est plus, voilà, il nous a quittés. Et puis Dan. Je pense que Dan sera avec nous pour cette histoire-là, peut-être. Et donc là, on est dans l'approche du glacier. On a fait la première partie de ces espèces
endroits un peu chaotiques. Et puis, bon, voilà, là, c'est plus simple. Alors, ouais, 3 ans après, je pense que ça va changer un petit peu, mais pas énormément. La liaison entre, on va dire, entre la partie, le front du glacier et le terrain, il est relativement simple. Et après, eh ben, donc voilà, il est simple parce que là, c'est de la glace, ouais, c'est de la glace, j'allais dire, comme la mer de glace. C'est de la glace vive. Et donc voilà, tout le monde suit un peu les traces et voilà, il n'y a pas besoin d'encordement. Et on arrive sur un glacier hyper plat. Alors ce glacier-là, il nous conduit à l'endroit où on voudrait mettre le camp d'altitude. Et le camp d'altitude, il serait au milieu, là, à la limite entre l'ombre et le soleil. Et il serait placé là, ben justement, parce qu'on est au milieu de tout. Alors on pourrait aller, ben là, je pense que c'est Michel qui est en train de monter à notre camp, à notre camp 1, c'est-à-dire le camp 1 du Mucot de Passe. Et on voit bien que si nous, dans la journée, on a réussi à aller à ce camp-là, bah, installer un camp au milieu de ce grand plat, ouais, ça ne va pas être une affaire monstrueuse. Et justement, depuis ce camp du bas, qu'on va dire notre camp 1, le Mukot Himal est un sommet de 6000 qui va devenir, ouais, qui sera hyper simple. En face, ouais, j'aime beaucoup l'arête aussi du Hongdae. Alors voilà, là c'est notre montée au Mukot Pass. Voilà, je l'avais tracé la veille. Et puis là, on repasse, voilà, tout le monde y monte. Et là, on va s'installer. Et c'est intéressant. Donc voilà, après c'est un terrain hyper glaciaire. Non, pas hyper glaciaire, hyper simple, malgré qu'il soit glaciaire. Et puis en fait, on se balade comme ça. Bon, je ne sais pas si on aurait peut-être quand même dû mettre une corde. Ouais, et là, ça va dépendre largement de l'enneigement. Par contre, de l'autre côté, wow, de l'autre côté, on s'est radicalement encordé. Hein. Voilà. Alors après, dans cette expédition qui est en fait une expédition à la carte, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut choisir quel est chacun peut choisir quel est son parcours. Par exemple, le plus simple, eh ben, on peut faire le Mucotimal en allant à ce camp au milieu du glacier, et puis voilà, et en allant au sommet, revenir par là et rentrer par d'autres itinéraires. Après, on peut faire le Mucot en traversée, soit avec le bisalpique d'un côté. Voilà, on peut faire des choses comme ça. On peut faire le sommet 6338. Sur le Hongdae, il y a forcément des choses à inventer. Voilà. Et puis, on peut surtout en faire plusieurs. On peut faire hop une acclimatation sur le mucotimal, après dire oh bah je reviens au camp de base et je traverse le bissal, après le bissalimal, c'est drôle ça. Voilà. Donc moi je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on est dans de l'alpinisme et en fait on est dans de l'alpinisme en technique alpine, bien sûr, parce que il est hors de question qu'on amène des cordes fixes. Et puis en traversée, voilà, c'est vraiment un jeu qui, moi, me semble très intéressant et à contre-courant, ouais, à contre-courant, non, c'est difficile de dire ça. Euh, oui, qui permet, ou plutôt qui montre qu'au Népal, en Himalaya, il est possible de faire des jeux ouais, qui sont radicalement à l'opposé des caricatures qu'on nous fait voir actuellement, quoi, qui sont vraiment, j'allais dire, saoulantes. Ouais, ouais, qui sont vraiment trop caricaturales et qui sont dommageables pour la perception qu'on a de l'alpinisme en Himalaya. Moi, j'adore cette manière de faire. Alors, c'est des petits sommets, ouais, mais c'est quand même des 6000 et il faut quand même se lever le matin et mettre un pas devant l'autre. Donc voilà, là, on est au camp du Mukot Pass qui est en train de s'installer tranquillement. Et puis en fait, pour la petite histoire, on a eu un gros orage la nuit. Ça a été un peu compliqué, mais voilà, c'est une autre histoire. Alors pour nous, pour le retour, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, en fonction des projets de chacun, en fait, il y a plusieurs solutions. Pour par exemple Yves, qui pour lui c'est sa première expédition, même s'il connaît le Népal, s'il va au sommet du Mukotimal et qu'il rentre au camp de base, il a réussi une vraie ascension. Et là, il a du temps pour aller faire
le tour du Dola. Hop, en traversant le French Pass et puis après en rentrant tranquillement. Et ça c'est vraiment un grand trek. Alors après, on peut faire aussi plus de sommets et puis en gardant suffisamment de temps, donc là il faut calibrer le temps nécessaire, ben alors là, descendre la vallée cachée, donc aller vers Sangda et vers. Donc là, on débouche, on va déboucher à la frontière entre le bas d'Olpo et le haut d'Olpo et on va aboutir vers Kakbeni, on va dire ça comme ça, à Sangda. Alors ça, c'est vraiment un itinéraire aventureux. Et puis après, eh ben, pour ceux qui veulent faire plus d'alpinisme, en fait, il faut qu'ils prennent le maximum de temps pour faire ces sommets-là. Et après, ben, c'est un retour express. Alors le retour express, c'est ce qui est inauguré ce qui est réalisé par les gens, par les alpinistes qui sont au camp de base du Dola, et c'est ce qu'on avait fait, c'est-à-dire on part du camp de base du Dola, on passe le French Pass, et waf, dans la foulée, on descend sur Marfa. Donc pour nous, là, partir de bonne heure, traverser le Damphus Pass et arriver à Marfa, c'est une grande journée. Donc voilà, ça permet. Donc là, on est dans des choses qui sont à la carte. Alors, ben voilà, le voyage est terminé et puis ben voilà, nous sommes à Pokhara pour un peu de break et de repos. Là, on est plutôt à la fin du printemps. Voilà, ça c'est la couleur du lac, le ciel, etc., etc. Et puis voilà. Et puis après, il y a le retour à Katmandou et, euh, et un temps un peu dédié à Katmandou pour visiter, pour s'immerger dans les autres parties de la vie népalaise qui est la vie hindouiste. Donc là, l'idée, c'est d'avoir du temps pour aller, par exemple, à Bhaktapur et de visiter la ville. Voilà. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur ce voyage sur mon site, bien évidemment. Et là, vous allez retrouver les quelques photos que je vous ai présentées. Et j'en profite pour saluer et pour remercier Philippe Géot, un ami belge qui est avec nous sur la traversée là, du Mukotimal, et pour ses photos. Et puis après, pour plus d'informations, vous pouvez me contacter, alors soit par mail, soit au téléphone. Et puis au final, pour s'inscrire, ça se passe auprès de CERAC. Et puis voilà, tout est donc sur mon site. Et je vais arrêter de partager. Top. Et voilà, me voilà de retour, Dame Ned. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bel été, le mieux possible. J'espère qu'au Népal, ça va bien se passer et qu'en fait, on aura de nouveau le droit d'y retourner. À bientôt. Au revoir.